tous et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu plus théorique que d'habitude parce qu'elle va traiter des caractéristiques du type de tachycardie le plus fréquent qu'on rencontre en électrophysiologie, à savoir les tachycardies par réentrée. Cette vidéo ne se veut pas un cours magistral sur le sujet, mais plutôt donner des éléments de base, vous expliquant des notions que vous pouvez croiser au labo d'électrophie et notamment la notion de PPI. Globalement, les arythmies cardiaques sont secondaires soit à des anomalies de la génération de l'influx électrique, soit à des anomalies de sa conduction. Dans le premier cas, l'arythmie elle est déclenchée par une activité ectopique, typiquement comme ici dans une tachycardie atriale focale, et cette activité ectopique elle peut être secondaire soit à des automatismes anormaux, soit à des activités déclenchées par des pauses potentielles. Mais in fine, la grande majorité des arythmies cliniques, elles sont secondaires à un mécanisme de réentrée, comme ici, par exemple, l'exemple d'une tachycardie par réentrée orthodromique. Pour faire simple, une tachycardie par réentrée, c'est une tachycardie où l'influx électrique, en fait, il fait une boucle en suivant un circuit fermé avec une sorte de serpent qui se mord la queue. Et contrairement aux tachycardies par automatisme, il n'y a qu'un seul influx qui tourne en rond et qui réactive à chaque fois en continu les structures et ce n'est pas un foyer qui décharge continuellement. Cette différence, en fait, elle induit des différences électrophysiologiques importantes et des caractéristiques différentes aussi, et en fait, c'est l'étude de ces caractéristiques qui sont un peu le but de cette vidéo. On va commencer par s'intéresser aux mécanismes qui font qu'une tachycardie par réentrée se déclenche et puisse continuer à tourner. Je vous représente ici de manière très schématique un circuit de réentrée où on a un influx électrique qui tourne dans ce sens-là et qui tourne en rang comme une réentrée. Et on va se mettre à la naissance de la tachycardie. Donc, pour la naissance de la tachycardie, on va avoir une impulsion électrique ici qui peut être soit une extrasystole, soit un stimulus au laboratoire d'électrophysiologie. Et ce stimulus, il va générer par définition un influx électrique dans ce sens-là, mais également un influx électrique dans ce sens-là, il n'y a pas de raison. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces deux influx électriques, ils vont progresser chacun de leur côté, celui-ci comme ça, celui-là comme ça, et à un moment, ces deux influx électriques, ils vont finir par se rencontrer, et chacun des influx va rencontrer une zone qui vient d'être excitée par l'influx de l'autre côté. Et donc, chacun des influx va rencontrer une zone qui est réfractaire, et donc la progression de l'influx électrique va s'arrêter ici, et il ne peut pas y avoir de tachycardie. Jamais une tachycardie ne peut tourner dans ces conditions. Bon. Revenons maintenant dès le départ, et mettons-nous dans une situation où, pour une raison ou pour une autre, il y a un bloc de conduction unidirectionnel ici, ne serait-ce que transitoire. Donc on va avoir l'influx électrique qui va tourner ici, comme d'habitude. Cet influx va continuer à tourner, et à aucun moment, cet influx ne rencontrera une zone qui vient d'être excitée. Et en fait, donc, cet influx va pouvoir continuer à progresser et faire tout le tour. Et par ailleurs, en plus, cet influx qui fait tout le tour va pouvoir permettre le maintien de ce bloc de conduction unidirectionnelle. Pourquoi? Parce que quand un influx électrique arrive ici, il ne peut plus aller que dans ce sens-là, il ne peut pas faire marche arrière, parce que il vient de dépolariser cette zone, et donc cette zone-là, elle est réfractaire, il ne peut aller que par là. Et donc, vous l'avez bien compris, la première condition pour l'existence d'une tachycardie par réentrée, c'est l'existence d'un bloc de conduction unidirectionnel, ne serait-ce que transitoire. La deuxième condition, elle est également en rapport avec les propriétés de conduction. On vient de le voir, pour que l'influx électrique puisse tourner ici, il faut qu'il rencontre du tissu excitable qui est à même de conduire l'influx électrique. Or, une zone qui vient d'être dépolarisée, comme celle-ci, elle est réfractaire, elle ne peut pas permettre le passage de l'influx électrique, et c'est ce qu'on vient de voir aussi, c'est ce qui explique le maintien du bloc de conduction unidirectionnel. L'influx qui est là ne peut aller que dans ce sens-là, il ne peut pas faire marche arrière. Maintenant, si cet influx électrique il progresse trop rapidement, ou alors que les tissus mettent trop de temps à sortir de leur période réfractaire, autrement dit qu'ils aient des périodes réfractaires trop longues, cet influx ici, il risque de rencontrer une zone qui n'est pas sortie de sa période réfractaire, qui est réfractaire, qui ne permet pas le passage de l'influx électrique, et à ce moment-là, la tachycardie s'arrêterait. Donc, dans mon analogie de tout à l'heure du serpent qui se mord la queue, et ça parlera aux anciens joueurs de Snake, pour que la tachycardie puisse continuer à tourner, il ne faut justement pas que le serpent se morde la queue, il faut qu'il y ait une adéquation entre les vitesses de conduction du tissu, la vitesse de progression de cet influx, et les périodes réfractaires des tissus, la sortie de la période réfractaire des tissus qui viennent d'être dépolarisés. Et donc cette zone ici, juste là, entre le front d'activation et les tissus réfractaires, c'est ce qu'on appelle le gap excitable, et ce gap excitable, il sera très utile pour nos manœuvres, comme je vous le montrerai plus tard.
Comme un exemple pratique est probablement plus parlant que des rangs et des flèches, je reprends l'exemple de la tachycardie par réentrée intranodale. Comme vous l'avez compris, c'est aussi une tachycardie par réentrée. Cette tachycardie, elle commence par une ESA qui est plus précoce que la période réfractaire de la voie rapide, ce qui crée un bloc de conduction unidirectionnel dans la voie rapide et permet un passage uniquement par la voie lente. Cette voie lente, comme son nom l'indique, permet un passage très lent, et ce passage très lent, il permet à la voie rapide de sortir de sa période réfractaire, et ensuite, la remontée rapide par la voie rapide, elle est compensée par des périodes réfractaires courtes de la voie lente, et donc on a ainsi toutes les conditions pour la création et le maintien d'une tachycardie par réentrée. On va maintenant parler d'un des éléments fondamentaux de l'électrophysiologie qui est caractéristique des tachycardies par réentrée, à savoir l'entraînement. J'insiste encore et je tiens encore une fois à signaler que ces vidéos n'ont pas la prétention d'être des cours fondamentaux, et en fait on pourrait parler pendant des heures de l'entraînement, mais moi je veux juste vous donner des éléments clés à connaître pour la pratique quotidienne. On va reprendre l'exemple de la tachycardie par réentrée orthodromique qui utilise une voie accessoire ici. Donc, dans ces tachycardies par réentrée orthodromique, on a un circuit avec une remontée du ventricule vers l'oreillette ici en vert à travers la voie accessoire, puis une descente de l'oreillette vers le ventricule ici en bleu à travers le nœud auriculo-ventriculaire. Et on a pris un cycle de 350 millisecondes et ainsi de suite, remontée par la voie accessoire, descente par le nœud. Maintenant, au moment où l'influx électrique est juste là, où il vient de passer par le nœud auriculo-ventriculaire, on va on va faire une extrasystole ventriculaire précoce. L'extrasystole ventriculaire précoce, elle est juste ici, et donc cette extrasystole ventriculaire, elle arrive un peu plus tôt que l'activation prévue du ventricule, et donc ici, on va avoir une distance entre deux ventricules un peu plus courte. C'est la définition d'une extrasystole ventriculaire précoce. Cette extrasystole ventriculaire, elle va donner d'une part un influx qui va essayer de remonter à contre-courant par le nœud auriculo-ventriculaire vers les oreillettes. Cet influx, comme il va dans le sens contraire de la tachycardie, on l'appelle un influx antidromique. Et en fait, cet influx, il va rencontrer l'influx qui venait de passer par là, je vous ai dit, qui venait de passer par le nœud auriculo-ventriculaire, et donc ces deux influx vont se rencontrer, ils vont s'annuler, et cet influx ne pourra pas passer. Par contre, il va y avoir un autre influx qui va pouvoir remonter par la voie accessoire, donc dans le sens de la tachycardie. Cet influx-là, on l'appelle un influx orthodromique, parce qu'il va dans le même sens que la tachycardie, et cet influx, il va rencontrer une voie accessoire qui est sortie de sa période réfractaire, et il va pouvoir activer l'oreillette, et donc activer l'oreillette aussi un peu plus vite que ce qui était prévu à 310 millisecondes. Une fois que cette oreillette est activée, le circuit va pouvoir continuer. Cette oreillette, elle va rencontrer un nœud auriculo-ventriculaire sorti de sa période réfractaire, elle va descendre, et ensuite le ventricule va pouvoir remonter par la voie accessoire, et la tachycardie va pouvoir reprendre son cours. Donc ici, on voit qu'une extrasystole ventriculaire précoce, juste ici, on arrive grâce à cette extrasystole ventriculaire précoce à avancer l'oreillette suivante, et ensuite une tachycardie qui reprend son cours à un cycle habituel dans la suite. Ici, on dit donc qu'on a réussi à recycler la tachycardie, ou alors c'est le principe du resetting en anglais. Maintenant, on va voir ce qui se passe si, au lieu de mettre une seule extrasystole ventriculaire à 310 millisecondes, on stimulait le ventricule en continu à la même fréquence, donc à 310 millisecondes. Ce qui revient en fait à mettre plusieurs extrasystoles ventriculaires d'affilée à 310 millisecondes. Donc, on fait une première stimulation, on a toujours les mêmes influx, un influx antidromique ici qui bloque sur la descente de l'influx d'avant, et un influx orthodromique qui remonte par la voie accessoire vers l'oreillette. Cet influx orthodromique, une fois qu'il est remonté vers l'oreillette, va essayer de redescendre par le nœud, mais il va, cette fois-ci, rencontrer l'influx antidromique de la stimulation suivante, et ils vont à nouveau bloquer, et la stimulation suivante, elle va à nouveau donner un influx orthodromique qui va, lui, pouvoir remonter par la voie accessoire, et ainsi de suite. Donc ce qui va se passer, c'est que on va avoir une stimulation en continu, à chaque fois, l'influx orthodromique qui remonte par la voie accessoire, qui essaie de redescendre par le nœud, et qui bloque au niveau de l'influx antidromique du battement suivant. J'espère que c'est clair. Une fois, on va regarder ce qui se passe à l'arrêt de la stimulation. Donc on va faire une dernière stimulation ici. On va avoir un influx antidromique qui va bloquer en rencontrant l'influx d'avant, et un influx orthodromique qui va remonter vers l'oreillette. Cet influx orthodromique, il va activer l'oreillette ici, c'est ce qu'on voit
là, et ensuite cet influx va descendre, et cette fois-ci, il ne va rien rencontrer, puisqu'on arrête de stimuler par définition, et donc il n'y aura pas de nouvel influx antidromique. Et donc cet influx descend par le nœud et va réactiver à la même vitesse qu'avant la stimulation, le ventricule, et en fait on va retrouver notre cycle de la tachycardie d'avant la stimulation, parce que le circuit de la tachycardie n'a pas changé. Ici, on a donc stimulé le ventricule on continue à 310 millisecondes et via cette stimulation, on a réussi à accélérer l'autre élément du circuit, donc l'oreillette, à 310 millisecondes et à l'arrêt de la stimulation, tous les éléments sont revenus au cycle habituel et ça, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Maintenant, la question qui peut se poser aussi, c'est comment choisir le cycle de la stimulation pour réaliser un entraînement. Ici, dans cet exemple, on a une tachycardie d'un cycle de 350 millisecondes, soit une fréquence d'environ 171 par minute. Si on stimule trop lentement, si on stimule le ventricule à une fréquence inférieure à 170 par minute, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on ne réussira pas à capturer le ventricule, on ne réussit pas à capturer un ventricule en le stimulant moins vite que la fréquence où il bat déjà. Donc ça, c'est on oublie déjà, pour réaliser un entraînement, il faut stimuler plus rapidement que le cycle de la tachycardie. Maintenant, on va se mettre dans un cas où on stimule trop rapidement. On va se dire, par exemple, qu'on stimule à 250 millisecondes. Ce qui va se passer, c'est que on stimule ici à 250 millisecondes, on va avoir un influx antidromique comme d'habitude qui va bloquer, ça ne change pas, et on va avoir un influx orthodromique. Le problème, c'est qu'en stimulant trop rapidement, on laisse trop peu de temps au tissu pour sortir de leur période réfractaire. Et ici, par exemple, on laisserait trop peu de temps à la voie accessoire pour sortir de sa période réfractaire, et on se met dans une situation où cette voie accessoire risque d'être réfractaire et risque de bloquer l'influx orthodromique aussi. Et donc, on serait dans une situation où aussi bien le flux orthodromique que le flux antidromique bloquent, soit dans des zones réfractaires, et où tout simplement on arrêterait la tachycardie. Et d'ailleurs, ces propriétés, elles sont utilisées au laboratoire d'électrophysiologie. On les utilise pour arrêter les tachycardies mal tolérées, et on dit qu'on les overdrive, et c'est également le principe de fonctionnement de l'ATP dans les défibrillateurs endocavitaires. Et donc, pour résumer, pour entraîner une tachycardie, il est conseillé de stimuler à un cycle de 20 à 30 millisecondes en dessous du cycle de la tachycardie. Donc dans cet exemple, il est conseillé de stimuler à entre 330 et 320 millisecondes. Avant d'aller plus loin dans l'entraînement et pour faciliter votre compréhension, je vais vous présenter un autre cas typique de tachycardie par réentrée, à savoir la tachycardie ventriculaire sur cicatrice ischémique. Ici, je vous représente un ventricule avec à ce niveau une cicatrice de nécrose et la plupart du temps, cette cicatrice elle n'est pas homogène, mais elle comporte aussi bien des zones de fibrose et de myocytes et de nécrose complète que des îlots de myocytes vivants qui ne sont pas complètement détruits. On va maintenant essayer d'analyser ce qui se passe au moment d'une extrasystole ventriculaire. Donc, cette extrasystole ventriculaire, elle va générer des influx électriques qui vont pouvoir se propager tout au long du ventricule. Néanmoins, cet influx va buter à ce niveau-là, au niveau où il y a de la nécrose complète, où la fibrose empêche le passage de l'influx électrique. Et enfin, l'influx va pouvoir passer dans la zone intermédiaire qui mêle myocytes vivants et fibrose, mais beaucoup plus lentement que dans les autres parties du ventricule, du fait justement d'une conduction qui est rendue difficile par la fibrose et la concentration moindre en myocytes viables. Cette conduction peut être tellement lente ici que, au sortir de la zone, en fait, le reste du myocarde qui a été au préalable excité par les zones zen, il est sorti de sa période réfractaire, et donc l'influx en arrivant ici va rencontrer des zones sorties de leur période réfractaire, et il va pouvoir remonter et réactiver le reste du ventricule. Et l'influx va donc pouvoir remonter et réactiver cette zone-là, et ainsi de suite. Et comme ça, on va avoir la genèse d'une tachycardie ventriculaire sur cette cicatrice avec un mécanisme de réentrée. Et dans vos laboratoires d'électrophysiologie, vous pourrez entendre le terme de circuit en 8, parce que vous voyez que ce circuit, il a grossièrement un aspect qui évoque le chiffre 8 qui serait allongé. Ce qu'il y a à remarquer ici, c'est que l'élément indispensable à ce circuit, c'est bien cette zone ici de conduction lente, ce qui permet en fait au circuit de sortir de sa période réfractaire et à l'influx électrique de pouvoir ainsi se propager. Si l'influx ici se propageait aussi vite qu'ici, en fait on aurait, comme je vous ai montré tout à l'heure, un front de collision, ce qui empêcherait une éventuelle tachycardie de tourner.
Donc dans une macro-réentrée, cette zone de conduction lente ici, on l'appelle l'isthme critique, et cet isthme critique, ça représente la cible avec un grand L de l'ablation. Et donc, dans les réentrées, on a très souvent une zone de conduction lente. Donc, par exemple, dans une tachycardie par réentrée intranodale, la zone de conduction lente, c'est la voie lente. Et cette zone de conduction lente, c'est ce qui permet, encore une fois, de laisser le temps aux cellules de sortir de leur période réfractaire. On va maintenant essayer d'entraîner cette tachycardie ventriculaire, et ici on prend un exemple d'une tachycardie ventriculaire de cycle 405 millisecondes avec cet aspect-là des QRS. Donc pour entraîner une tachycardie, on va stimuler en continu à travers un cathéter à une fréquence plus rapide que celle de la tachycardie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, dans ce cas-là, on va prendre ce cathéter-là, ici. Si on stimulait à travers ce cathéter-là, en dehors de tout cadre de tachycardie ventriculaire, si on stimulait ici à 600 millisecondes, l'activation du ventricule va dépendre uniquement de cette stimulation ici, on aurait un aspect qui ressemblerait à ça. Or, ici, on veut entraîner une tachycardie ventriculaire, et donc on va stimuler à travers ce cathéter en tachycardie ventriculaire un peu plus rapidement que le cycle de la tachycardie. Donc ce qui va se passer, c'est que l'activation du ventricule va dépendre d'une part de l'activation secondaire au cathéter ici, mais aussi d'autre part de l'activation de la tachycardie ventriculaire qu'on va entraîner avec une tachycardie ventriculaire qui va continuer à tourner en même temps qu'on stimule. Donc ce qui va se passer, c'est que l'activation du ventricule va être d'une part secondaire à cette activation ici, et d'autre part à l'activation via la tachycardie ventriculaire. Donc les QRS qui en résultent, in fine, c'est des QRS qui sont une fusion entre l'activité due à la stimulation pure par le cathéter et l'activité due à la tachycardie ventriculaire. Ici à 390 millisecondes, si on stimulait à 390 millisecondes, on voit que l'aspect de la tachycardie change un petit peu, ça se voit notamment en D3, avec une activité positive ici qu'il n'y a pas en tachycardie ventriculaire, en V1 et en V2, avec un aspect qui est différent en tachycardie ventriculaire, et ça c'est dû à la participation de l'activation du ventricule qui est secondaire à la stimulation par le cathéter. Maintenant, si on stimule plus rapidement ici, ce qui va se passer, c'est que la partie du ventricule qui est dépolarisée par la stimulation par le cathéter ici, elle va être encore plus importante que la partie qui est dépolarisée à travers la tachycardie qui tourne en même temps. Ce qui va toujours donner une fusion, mais avec une fusion, mais avec une participation plus importante de l'aspect de la stimulation pure et moins importante que de celle de la tachycardie ventriculaire. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on stimule de plus en plus vite, l'aspect il devient de moins en moins semblable à celui de la tachycardie ventriculaire. Évidemment, et ça ne change pas par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on stimule à 310 millisecondes à travers ce cathéter, on se met vraiment à un risque d'arrêter la tachycardie. Ici, on obtient donc un entraînement avec une fusion entre l'aspect de la tachycardie ici, cet aspect-là, et l'aspect de la stimulation ici. Et cet entraînement avec une fusion, ça s'appelle un entraînement manifeste. Et cet aspect qui est différent de la fusion, qui diffère en fonction du cycle de la stimulation, est d'ailleurs un des critères essentiels d'un entraînement efficace. Je vous signale que cette fusion elle est également obtenue si on stimule à un site différent, même à l'intérieur du circuit de la tachycardie, comme je vous le montre ici. Évidemment, l'aspect des QRS il est différent de tout à l'heure, mais le principe est toujours le même, avec une partie de l'activation qui dépend de la tachycardie ventriculaire et une autre partie qui dépend directement de la stimulation. Maintenant, regardons ce qui se passe si on stimule dans l'isthme critique à travers ce cathéter-là. On va directement avoir l'influx ici quand on stimule qui va suivre l'activité du circuit de la tachycardie, qui va sortir ici. Au contact du cathéter ici, on ne peut pas avoir d'activation directe du myocarde autour à cause de ces zones justement de fibrose, de myocytes qui sont complètement détruits, qui représentent un obstacle anatomique. Et enfin, comme on est dans une zone de conduction très lente, en fait l'influx électrique il va mettre beaucoup de temps à ressortir de ce côté-là, et le temps que l'influx électrique il sorte de là, en fait le reste du ventricule va être réactivé par le circuit de la tachycardie ventriculaire, et donc cet influx il va rencontrer une zone qui est réfractaire, il ne pourra pas traverser. Et donc en pratique, si on stimule par là, ici ça ne peut pas sortir, ici ça ne peut pas sortir, et donc le seul endroit où l'influx électrique peut sortir, c'est ici, et donc
ça va donner une activation qui est exactement la même que l'activation en tachycardie ventriculaire. Et donc, il n'y aura pas de fusion quand on stimule ici, comme je vous le montre ici. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on stimule, on a deux spikes de stimulation, on a un type de QRS, et quand on arrête la stimulation, on a exactement le même type de QRS, il n'y a pas de changement dans l'aspect des QRS, et ce type d'entraînement, ça s'appelle un entraînement caché, parce qu'on ne voit pas de fusion au moment de la stimulation. Et cet entraînement caché, il indique le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, qu'on est en train de stimuler au niveau de l'isthme critique. Une petite remarque ici, comme l'aspect des QRS ne change pas, il faut quand même faire très attention et s'assurer qu'on est bien en train d'entraîner et qu'on est bien en train de capturer cette tachycardie ventriculaire. Et un moyen simple pour en être certain, c'est que ici, au moment de la stimulation, vous voyez que l'espace entre deux QRS, le cycle de la tachycardie, bah, c'est le même que le cycle de stimulation, que l'espace entre deux spikes. Et au moment où on arrête la stimulation, on voit que l'espace entre deux QRS s'allonge et le cycle de la tachycardie, il revient au cycle de la tachycardie d'avant. Regardons maintenant ce qui se passe quand on arrête de stimuler. On va prendre ce cathéter noir, on va dire qu'on stimule sur ce cathéter noir. On a une stimulation par le cathéter noir qui va donner un QRS fusionné entre, comme on l'a vu tout à l'heure, l'activité dépendante uniquement de cette stimulation et la tachycardie ventriculaire qui continue de tourner. Et ensuite, on va avoir la reprise de la tachycardie ventriculaire avec des QRS qui dépendent uniquement de l'activité secondaire à cette tachycardie ventriculaire. Et ça reprend son cours. Maintenant, on va s'intéresser spécifiquement à ce qui se passe au niveau de cette zone sur ce cathéter. Au départ, on va avoir un spike de stimulation, on stimule sur le cathéter, je vous rappelle, l'influx électrique qui part de ce spike de stimulation, il va arriver ici, il va rentrer dans le circuit de tachycardie, il va faire tout un tour du circuit de tachycardie, et ensuite le reste du ventricule ne va plus être activé que par ce circuit de tachycardie ventriculaire, et on va avoir l'ensemble du ventricule qui est activé par cette tachycardie ventriculaire, et notamment cette zone-là où se trouve le cathéter, où ensuite il va y avoir un influx électrique qui vient de cette tachycardie ventriculaire, et on va le détecter ici au niveau du cathéter. Et donc cet influx électrique, on va le détecter à chaque cycle du cathéter. Cette distance qui est entre le spike de stimulation et la toute première activité détectée sur le cathé, elle s'appelle le PPI. PPI pour Post Pacing Interval. On va regarder à quoi correspond exactement ce temps. Ce temps-là, il correspond au temps entre le début de l'impulsion et le temps que l'influx arrive vers le circuit, fasse un tour entier du circuit de tachycardie, puis revienne vers le cathéter. Donc, si on retranche à ce temps le PPI, ce qu'on appelle le TCL, TCL pour Tachycardia Cycle Length, ou alors cycle de la tachycardie en français, le cycle de la tachycardie, c'est tout bêtement le temps qu'il faut à l'influx électrique pour faire un tour de circuit, comme ça. Donc, en pratique, ce temps entre le PPI et le TCL, je vous ai déjà dit que le PPI, c'était le temps qu'il fallait à l'influx pour aller du cathéter vers le circuit, faire un tour de circuit et revenir vers le cathéter. Donc ce temps que j'appelle D, en pratique, c'est le temps pour que l'influx il aille du cathé vers le circuit, puis du circuit vers le cathé. Et donc, ce temps D ici, ce temps D, il est directement proportionnel à la distance du cathéter de stimulation vers le cycle de la tachycardie. Plus le cathé sur lequel on stimule est proche du cycle de stimulation, plus cette distance D est courte, plus le cathé sur lequel on stimule est loin du cycle de la tachycardie, plus cette distance-là D est loin. Et donc dans la pratique quotidienne, sur des tachycardies où on n'a aucune idée d'où se trouve le circuit, cette manœuvre elle est extrêmement utile justement pour savoir où se situe le circuit en stimulant sur différents endroits et en regardant à quel point cette distance D elle est courte ou loin. Et donc ce chiffre-là, D, qui désigne en pratique le PPI moins TCL, il indique de manière indirecte la distance du circuit et dans la vie quotidienne, on l'appelle souvent de manière impropre simplement le PPI. On va maintenant stimuler sur le cathéter vert et voir ce qui se passe à la fin de la stimulation. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette stimulation à travers le cathéter vert, elle donne un QRS qui est fusionné. Et cette fois-ci, comme on stimule directement dans le circuit, en fait, l'influx, il va y pénétrer directement, il ne va pas avoir de chemin à traverser, il va y pénétrer directement, il va faire un tour de circuit et ensuite il va revenir directement vers le cathé. Et donc, cette fois-ci, le temps entre
la stimulation et le retour vers le caté, il revient tout simplement au temps de faire un tour de circuit. Et donc, ici, le PPI moins TCL est nul, ce qui indique qu'il n'y a pas de distance à traverser entre le caté et le circuit de tachycardie, ou autrement dit, que le cathéter sur lequel on stimule, il est à l'intérieur du circuit de tachycardie. Enfin, si on entraîne par le caté rouge ici dans l'isthme critique, on l'a vu tout à l'heure, on va avoir un entraînement qui est caché, avec des QRS qui sont identiques aux QRS en tachycardie, et comme pour le cathéter vert, ici, le temps entre l'activation ici et le premier signal détecté, c'est juste le temps de faire un tour de circuit, et ici aussi le PPI-TCL il est très court ou nul, ce qui est le cas en fait de chaque fois qu'on fait un entraînement dans n'importe quel endroit du circuit, ici, 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 ici ou n'importe où. Un exemple concret ici d'entraînement par un cathéter se trouvant dans l'isthme critique, que je vous ai montré tout à l'heure. On stimule sur le cathéter qui s'appelle ablation distale, ici, on va dire que l'ablation distale c'est là, juste là, et on voit que la tachycardie s'accélère à 500 millisecondes versus le cycle de base qui est de 530 millisecondes ici. Donc on a ce ventricule-là qui est entraîné, ce ventricule-là qui est entraîné, et ensuite on a la tachycardie qui reprend son cours. Ce qu'on mesure, c'est l'intervalle entre le dernier spike, juste ici sur l'ablation distale, et le tout premier signal détecté sur le cathéter sur lequel on stimulait. Donc comme on stimulait sur ablation distale, ce qu'on mesure, c'est la distance entre le spike et le premier signal sur l'ablation distale. Et ici, ce temps il est de 542 millisecondes, et à ces 542 millisecondes, il faut retrancher le cycle de la tachycardie. Attention, le cycle de la tachycardie n'est pas le cycle de stimulation, et donc à ces 542 millisecondes, il faut retrancher 535 millisecondes, ce qui donne 7 millisecondes, soit presque 0, et donc on stimule bien à l'intérieur du circuit. En pratique, un PPI moins TCL qui est inférieur à 20 à 30 millisecondes est considéré comme très court, et donc comme à l'intérieur du circuit. Un autre exemple ici avec une simulation qui est lointaine du circuit, on va dire qu'on stimule sur ce cathéter-là. Ici, on a une tachycardie ventriculaire juste là de cycle 400 millisecondes et on stimule à 380 millisecondes sur un cathéter qui, cette fois-ci, est appelé StimSit. Cette fois-ci, on accélère la tachycardie, comme vous le voyez ici, avec des QRS qui sont différents des QRS en tachycardie ventriculaire, probablement secondaires à une fusion, et à l'arrêt de la stimulation, on mesure encore une fois du spike ici vers le tout premier signal détecté sur le caté sur lequel on stimulait, et cette distance elle est de 520 millisecondes, soit un PPI moins TCL de 120 millisecondes, et donc un PPI qui est dit mauvais, donc ce site de stimulation il est loin du circuit de tachycardie. Et donc maîtriser l'entraînement et le PPI est indispensable au laboratoire d'électrophysiologie, tellement cette manœuvre est utile pour tout type de tachycardie par réentrée, et pas seulement les tachycardies ventriculaires. Un dernier exemple ici d'une tachycardie par réentrée intranodale, juste là, et cet exemple on l'abordera plus en détail dans une prochaine vidéo. Et donc ici, cette tachycardie par réentrée intranodale, elle est de cycle 350 millisecondes, ce que je mesure ici, et on a un cathéter dans le ventricule droit juste là, dont les signaux sont présents ici. Ici, on va donc essayer de faire un entraînement via le cathéter du ventricule droit. Donc on stimule sur ce cathéter à un cycle de 330 millisecondes, on voit qu'on a bien réussi à accélérer le ventricule au cycle de 330 millisecondes, on capture bien le ventricule, et ça se voit d'ailleurs, les QRS sont larges, ils sont entraînés, ils sont stimulés, et par contre, cette capture ventriculaire, elle n'indique pas forcément un entraînement de la tachycardie, puisqu'on peut très bien dissocier l'activité ventriculaire ici de la tachycardie ici. Mais ici, on peut voir que les oreillettes aussi sont accélérées au cycle de la stimulation à 330 millisecondes, et elles sont donc également entraînées par cette stimulation ventriculaire. Et cette vérification, elle est indispensable avant de pouvoir parler d'entraînement. Ici, on arrête enfin de stimuler juste là, et on voit ensuite que la tachycardie reprend son cours à un cycle de 350 millisecondes, et donc elle a donc bien été entraînée au préalable. Le PPI, il se mesure du spike de stimulation sur le cathéter sur lequel on a stimulé. Ici, on a stimulé sur le cathéter du ventricule droit, donc du spike de stimulation jusqu'au tout premier signal sur ce même cathéter, et le tout premier signal, il est ici. Et donc, cette distance, elle est de 584 millisecondes, et même si on lui retire les 350 millisecondes du cycle de la tachycardie, il nous reste 134 millisecondes, ce qui est très lent. Donc ici, la conclusion, c'est de se dire que le cathéter sur lequel on a stimulé
à savoir le ventricule droit, se trouve dans une zone qui est lointaine du circuit de tachycardie, ce qui est logique ici, puisque dans une tachycardie par réentrée intranodale, le circuit il est restreint au nœud auriculo-ventriculaire et le ventricule ne fait pas partie du circuit. Pour finir, un mot sur la cartographie des tachycardies par réentrée, et notamment l'importance de la dispersion temporelle des signaux. Pour ça, on va reprendre notre exemple de la tachycardie ventriculaire sur cicatrice d'infarctus. Sur le CG, on retrouve un aspect de tachycardie à QRS large qui correspond à cette tachycardie ventriculaire. Et on va dire que le cycle de cette tachycardie il est de 300 millisecondes, donc à 200 par minute. Et on va maintenant disposer des cathéters tout au long du circuit. Ici, un cathéter jaune et vert dans l'isthme critique, un cathé rouge, un cathé bleu et un cathéter violet. En suivant les signaux, on voit bien que l'influx il passe du cathé rouge ici, vers le cathé bleu ici, vers le cathé violet ici, vers le cathé jaune ici, puis le cathé vert ici, et ensuite ça repart vers le cathé rouge, puis bleu, puis violet, puis jaune, puis vert. Ça, vous avez compris, c'est facile. Dans cette tachycardie ventriculaire, la toute première activation du ventricule, elle se fait ici, avec un signal qui ensuite diffuse vers le reste du ventricule. Donc c'est logique qu'en mettant un cathéter juste ici, l'influx qui est détecté, il est au tout début du QRS, parce que c'est la zone où le ventricule commence à s'activer. Ensuite, l'activation se fait relativement rapidement pour aller activer le plus gros du ventricule, et donc c'est logique, encore une fois, que sur le cathé bleu et violet, on ait une activité qui soit en plein dans le QRS au moment où le plus gros du ventricule est en train de se faire activer. Ensuite, l'influx va rentrer dans l'isthme critique au niveau des cathés jaunes et du cathé vert. La première chose que vous remarquez, que vous voyez, c'est que le temps de conduction entre le cathé jaune ici et le cathé vert ici, il est extrêmement prolongé, il est extrêmement long pour une zone anatomique qui est très restreinte. En pratique, l'influx, il passe quasiment la moitié du temps du circuit. Je vous rappelle que le circuit c'est 300 millisecondes. Il en passe l'influx 130 millisecondes juste pour traverser une distance entre ce cathé jaune et ce cathé vert, ce qui est un témoin d'une zone de ralentissement qui est majeure. L'autre chose que vous remarquez, c'est que les signaux sur le cathé vert ici et sur le cathé jaune ici, ils sont en plein dans la diastole, ils sont entre deux QRS, ils ne sont pas dans le QRS mais entre deux QRS, donc dans la diastole électrique, et donc ces potentiels, on les appelle diastoliques, et ces potentiels diastoliques, ils indiquent qu'on est en plein dans l'isthme critique, et ça, c'est valable quelle que soit la tachycardie par réentrée. Donc, si on reprend depuis le début ce circuit, on a un influx qui sort par là pour activer le ventricule avec un signal qui est précoce par rapport au QRS. Cet influx va ensuite tourner comme ça et comme ça très rapidement pour activer le reste du ventricule avec des potentiels ici bleus et violets qui sont en plein dans le QRS. Et enfin, l'influx va rentrer dans cette zone juste ici et à ce moment-là, le myocarde a fini sa contraction. Il n'y a plus de contraction ventriculaire, mais il y a encore un influx électrique qui circule très lentement dans cette zone, et en fait cette circulation très lente, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est ce qui va permettre aux cellules de sortir de leur période réfractaire pour que ensuite cette zone peut être à nouveau activée et que la tachycardie puisse continuer. Et donc cette zone où on retrouve aussi bien une conduction qui est très lente que des potentiels qui sont diastoliques, elle est comme ça identifiée comme la zone de l'isthme critique et qui sera la cible de l'ablation. Et c'est également en analysant la dispersion temporelle que les cartographies d'activation en 3 dimensions que vous voyez dans vos laboratoires d'électrophysiologie sont réalisées, et c'est comme ça qu'on identifie les différents circuits de tachycardie. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo qui est assez dense dans un format assez inhabituel parce que très théorique et du coup relativement dense. Néanmoins, j'ai essayé de vous résumer de la manière la plus simple que j'ai pu des notions qui sont indispensables au laboratoire d'électrophysiologie et que j'utiliserai beaucoup dans mes prochaines vidéos. Encore une fois, merci de votre attention et à très bientôt.